En 2011, on a commémoré les 150 ans du livre des médiums d'Allan Kardec. Et je vais donc vous présenter quelques recherches sur les émotions positives réalisées dans l'Université de Caroline du Nord et leur lien avec la médiumnité. Je vais donc vous présenter une théorie que je considère aujourd'hui très importante sur les émotions positives. Nous pensons qu'elle a été peu divulguée, non seulement parmi les médecins, mais aussi dans la société en général. Et nous considérons que cette théorie est très importante de par ses effets pratiques dans la vie des personnes et aussi le lien entre les émotions positives et le développement naturel de la médiumnité. Nous devons voir la médiumnité comme une faculté humaine, comme l'intelligence, la mémoire et d'autres facultés humaines. Et au long de notre processus évolutif, nous développons la médiumnité d'une façon naturelle, selon notre propre progrès intellectuel, mais surtout sur notre progrès émotionnel et moral. C'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui. La plupart des recherches scientifiques sur les émotions, ces 70 dernières années, ont mis plus d'accent sur les émotions négatives. Et ce n'est qu'à partir de l'année 2000 qu'on focalise un peu plus, qu'il y a des études un peu plus approfondies sur les émotions positives. Il y a déjà eu des études antérieures sur les émotions positives, mais nous considérons qu'elles ont eu peu d'impact, non seulement dans la psychologie et la neuroscience, mais aussi peu d'impact dans la société en général. Sur la société en général, les émotions négatives, c'est quelque chose qui filtre dans notre vie, qui nous donne une perception de manque de bonheur que nous trouvons important et capital. Un point très intéressant de différence entre les émotions négatives et positives, c'est que les émotions négatives créent des circuits émotionnels fermés, Cela signifie que nous sommes enfermés dans des circuits de tendance spécifiques pour l'action. Par exemple, si je suis sous la colère, mon objet par lequel je sens la colère, que ce soit quelque chose en moi-même ou extérieur, je crée un circuit fermé duquel j'aurai du mal à me libérer. De même, l'émotion de la peur crée un circuit fermé émotionnel qui va empêcher mon ouverture pour sentir de nouvelles perceptions, de nouvelles émotions. De même, la tristesse en relation à la passivité devant la vie, nous savons que l'histoire de la psychologie clinique n'est rien d'autre que l'histoire de la dépression dans ses plus grands problèmes. C'est un des plus grands problèmes psychologiques qui ont été éveillés dans l'étude et le traitement de la dépression. Donc la psychologie et la psychiatrie ont mis des efforts, surtout ces dernières décennies, sur les émotions négatives et comment on peut les traiter. Et il y a eu peu d'études sur les mécanismes des émotions positives. Ces études sont très récentes. Une chercheure qui s'appelle Barbara Fredrickson, professeure à l'Université de Caroline du Nord, une des plus grandes au monde sur les émotions positives, a créé une théorie publiée en 2001, American Psychologist, la revue de psychologie, qu'elle a appelée la théorie de l'amplification et construction des émotions positives. Je vais vous expliquer en détail de quoi il s'agit. Le mot amplification signifie, selon elle, que les émotions positives ont un effet d'amplification de la pensée. Ça veut dire que les émotions ont un effet direct sur l'élargissement, l'amplification des répertoires dans les formes de pensée. C'est quelque chose qui est inédit dans les recherches, parce que normalement, quand on prête attention historiquement, nous ne donnons
Est-ce qu'on donne plus d'emphase à la pensée ou aux émotions? Quel est votre avis? Qui c'est qui pense qu'on donne plus d'emphase aux pensées? Levez la main. Que les recherches donnent plus d'emphase à la pensée. Qu'est-ce que vous pensez quel est de l'objet des recherches scientifiques, si c'est plutôt les pensées ou les émotions? Ce sont les pensées. Ce que montre cette théorie et cette recherche, avec pas mal d'évidence que je vais vous présenter, c'est que les émotions positives ont un impact direct sur la forme, la manière que nous pensons. La première évidence a été découverte en 1985, publiée par la professeure Alice Eisen, professeure de psychologie, professeure de Barbara Fredrickson. Elle a montré que les personnes, quand elles sont soumises expérimentalement à des stimulations d'émotions positives, elles tendent à être plus créatives. Elle a créé un groupe expérimental auquel elle a induit des émotions positives, elle a pris un autre groupe qui n'a pas reçu ce stimuli d'émotions positives et elle a fait des tests de créativité chez ces personnes. Elle s'est rendue compte que les personnes qui sont sous des émotions positives résolvent les problèmes de façon plus créative. Ça veut dire sans que les personnes aient conscience qu'elles sont influencées par leurs émotions positives. Ça veut dire que les émotions positives ont un effet direct dans la manière dont on voit et dont on pense au sujet de la réalité. Donc ça a eu un grand impact dans la psychologie, publié dans le Journal of Personality and Social Psychology. La deuxième étude qu'elle a faite sur l'effet des émotions positives, c'est l'effet sur la catégorisation. Elle a pris un groupe, elle a induit des émotions positives et un autre groupe de contrôle sans être soumis à ces émotions positives. Et elle a vu que les personnes qui étaient influencées par les émotions positives tendent à catégoriser des personnes de différentes origines, de races, comme étant plus proches de soi-même. Cela a été fait par la perception d'une race blanche vis-à-vis de la race noire. Les personnes du groupe qui étaient soumises à l'effet des émotions positives tendaient à considérer les noirs comme étant plus proches des blancs. Alors que le groupe expérimental qui n'a pas été soumis à l'effet des émotions positives tendait à considérer les noirs comme étant plus distants des blancs. Tout ça sans que les personnes sachent qu'elles étaient influencées par les émotions positives. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les émotions positives, même inconsciemment, sans que les personnes en aient conscience, elles tendent à augmenter l'étendue de la catégorisation sociale. Ça a des implications énormes d'un point de vue de la diminution du racisme, par exemple, qui est un problème social grave que nous avons en Europe ou dans le monde. Et cette perception de catégorie sociale, elle est élargie sous l'effet des émotions positives. Une autre étude concernant la résolution des problèmes. Donc, dans des situations de problèmes auxquelles les personnes doivent faire face. Et une des choses intéressantes observées dans la vie pratique, c'est que quand nous avons des problèmes, normalement, est-ce qu'on a des émotions positives ou négatives? Négatives, bien sûr. Ce que montre la recherche, c'est que quand intentionnellement ou stratégiquement, nous recherchons des émotions positives, elles se transforment en fait en ressources qui nous aident à résoudre ces problèmes d'une façon plus créative. Les émotions sont donc considérées comme une ressource psychologique importante qui doit être utilisée de façon stratégique pour la résolution des problèmes. C'est quelque chose qu'on n'a pas tendance à faire parce qu'on n'a pas été formé, on n'a pas d'aide pour faire ce genre de choses. Ce sont donc des habitudes que notre civilisation doit acquérir, une ressource nécessaire pour que nous soyons capables de
faire face aux problèmes et de les résoudre de façon plus créative, même si émotionnellement nous sommes révoltés, affligés. Et donc ça, ce sont les effets et les réactions normales devant les problèmes. Autre étude très intéressante, elle a montré que les personnes qui sont sous l'effet d'émotions positives tendent à rechercher plus de diversité dans la consommation. Par exemple, le sentiment de joie nous amène automatiquement à rechercher, à enrichir notre vie, que ce soit dans la consommation de produits, dans le cas de cette étude spécifique de marketing, où les personnes ont cherché des produits différents de ceux auxquels ils étaient habitués au quotidien. Mais il y a d'autres études aussi qui montrent que la joie fait que nous voulions vivre des expériences de différenciation. C'est important parce que la sensation de félicité dans notre vie n'est pas que la satisfaction de nos désirs, mais elle est aussi due à avoir des expériences différenciées qui enrichissent la forme de voir la manière de voir la réalité, de nous sentir bien devant ces réalités. Qui c'est qui a déjà vécu une situation où on en avait un peu marre de faire toujours la même chose? Levez la main. Qui c'est qui est déjà passé par ça? D'être saturé de toujours faire la même activité? Levez la main. Donc c'est cette situation de voir les choses toujours de la même manière. Ça signifie une pauvreté émotionnelle qui est impliquée dans la base des activités que nous réalisons. Et cette pauvreté émotionnelle ne diminue pas avec l'amélioration matérielle de la société. On peut être très riche matériellement, de l'argent, des ressources matérielles, mais nous pouvons avoir une vie qui est perçue comme étant malheureuse ou à cause de la pauvreté des émotions positives dans notre vie, que ce soit dans nos relations, que ce soit dans notre travail, dans les organisations, de la façon que nous vivons notre spiritualité. Cette perception de bonheur ne se doit donc pas que au fait d'avoir des ressources matérielles nécessaires pour pouvoir vivre bien. Souvent, c'est une évaluation qualitative de la qualité de nos expériences. Et tout peut être traduit en qualité des expériences, n'est-ce pas? Il est donc important, cette notion que la joie enrichit et différencie, qu'on recherche de nouvelles réalités, est importante. L'intérêt également, c'est considéré comme une émotion positive et qui nous amène à créer des réalités qui n'existent pas, à voir la réalité de façon dont on ne la voyait pas avant, de penser d'une façon qu'on ne pensait pas avant, de nous lier de relations avec des personnes de façon différente avec les mêmes personnes. Et cela ça engendre une évolution dans notre perception. Et donc la conséquence de ça, c'est le bonheur. Si nous considérons notre société occidentale, par le fait d'avoir donné trop d'emphase à la raison et à la pensée, et qui est plus pauvre, du point de vue émotionnel. Et si nous réfléchissons un petit peu aux émotions, les émotions et les sentiments étaient réduites dans l'intimité ou dans la religion, la propriété d'organisations sociales religieuses. Et nous avons donc perdu ce patrimoine avec l'avènement du matérialisme qui nous a donné des ressources matérielles mais qui n'a pas enrichi nos vies. L'étude sur le bonheur du professeur Epstein aux États-Unis, qui montre que les personnes qui ont le salaire a triplé pendant les dernières années, mais le bonheur est resté constant. Les personnes n'ont pas été plus heureuses pour avoir plus de salaire ou plus d'argent. Et on peut se demander pourquoi. Mais c'est parce que le vécu émotionnel des expériences est égal, voire pire, par rapport au vécu qu'il y avait avant. La qualité perçue du bonheur dépend du fait que nous cultivions les émotions positives et que nous remplissions nos vies et nos relations avec des émotions positives.
Cet aspect a été négligé par notre société rationnelle, éminemment rationnelle. Et donc il faut qu'on revienne un peu à ça, maintenant avec les études, surtout maintenant avec les études qui montrent les bénéfices de cela. En ce qui concerne les négociations, la plupart des parties qui négocient, les institutions, organisations, ou même le couple à la maison qui négocie, qui sait qui va aller prendre des décisions du quotidien, qui sait qui, les personnes, on voit ce processus de négociation un peu comme une bataille, comme une lutte, une guerre. Et ce que l'étude a démontré, c'est que lorsque nous sommes sous l'effet d'émotions positives, les personnes tendent à voir a priori déjà les négociations dans une logique plus coopérative. La perception de la négociation est plus coopérative sous l'influence des émotions positives, même lorsque les personnes n'ont pas conscience qu'elles subissent l'effet de ces émotions positives. Elles changent la manière de penser pendant le processus de négociation. Il y a 2 semaines au Brésil, il y a eu des problèmes de négociation bancaire avec des grèves dans les banques. Les syndicats de banques ne s'entendaient pas plus avec les banquiers et les négociations n'en finissaient plus, ils ne trouvaient pas d'accord. Et la France, il y a aussi pas mal de grèves en France, des traditions de grève, n'est-ce pas, qui font partie du processus historique de la France, la lutte des classes. Donc cette vision de concurrence dans les négociations, moi je gagne et vous vous perdez, elle est réduite quand nous sommes sous l'effet des émotions positives, où on va donc rechercher le meilleur pour toutes les parties. Notre prédisposition pour rechercher le bien chez l'autre partie, elle est amplifiée. Par contre, si on est sous l'effet des émotions négatives, de colère, de peur, de révolte, j'aurais tendance à être plus égoïste et à ne chercher une solution qui me soit favorable. L'hypothèse de l'élargissement a 4 caractéristiques. Elle amplifie l'attention, l'étendue de l'attention. Notre attention ne reste pas attachée sur un seul point de vue. Il y a une blague au Brésil qui dit quand une femme est en fâchée avec l'homme, elle n'oubliera jamais le jour où l'homme a fait la bêtise. Elle sait le jour, l'heure, la couleur des habits qu'il utilisait, parce qu'il existe une tendance, la mémoire sélective spécifique pendant cette rancœur qui a été engendrée. Ça signifie que les émotions négatives de colère promeuvent un point d'attention qui est très spécifique, alors que les émotions positives, elles élargissent le scope de l'attention, l'étendue de l'attention vers d'autres points, et qui font en sorte que nous soyons plus flexibles dans les relations humaines et dans les solutions des problèmes qui existent dans la société. Autre aspect intéressant, qu'il y a des applications dans les entreprises, par exemple. Nous travaillons personnellement dans des équipes de créativité dans les entreprises. Si nous induisons des émotions positives dans une équipe, elle sera une équipe qui aura beaucoup plus de créativité. Alors que s'il y a des peurs de l'échec, l'équipe sera beaucoup plus focalisée sur les problèmes de détail. Les émotions donc engendrent un changement sur le point de vue cognitif sur un objet ou une réalité donnée. La résolution de problèmes se fait de façon plus créative, plus flexible, avec des solutions qui n'étaient même pas envisagées avant, mais qui ont émergé pendant ce processus de dialogue, de négociation, qui n'avait pas été considéré initialement. Il y a aussi une plus grande catégorisation. Si nous pensons à Jésus, lui, il avait une vision universelle. Les catégories cognitives, religieuses, les divisions de l'être humain étaient larges. Nous tendons à avoir une vision étroite, notre famille, nos parents, nos enfants, notre épouse, pour nous d'abord et pour les autres après. Et aujourd'hui, c'est le point de vue que nous avons dans nos sociétés. D'abord nos parents, après les autres.
Il y a une catégorisation limitée dans la vision de la réalité. Les émotions positives amplifient donc cette étendue vers le bien commun, vers la majorité des personnes. Par exemple, je suis brésilien, j'habite à Rio. Je pourrais ne pas m'inquiéter du futur de la France. Je pourrais dire, bon, la France, c'est pas mon pays, j'ai rien à voir avec ces problèmes. Mais quand notre étendue de catégorisation s'élargit, le problème de la France me préoccupe aussi. Ce sont des êtres humains comme moi. Les problèmes des grèves à Londres m'inquiètent. Le vieillissement, le suicide en Suisse m'inquiètent. Parce que ce sont des êtres humains qui vieillissent et qui sont oubliés. Les sentiments positifs amplifient donc le champ de vision cognitive de la réalité et font qu'on ait une vision plus large, non seulement de ce qu'on appelle au Brésil notre nombril, notre réalité mesquine ou petite de notre quotidien. Il y a une seconde hypothèse de la théorie. Donc la première, c'est l'hypothèse de l'amplification, d'élargissement de la pensée, de toutes ces ressources cognitives avec les ressources de la pensée. La seconde hypothèse de Barbara Fredericks, c'est l'hypothèse de construction de ressources personnelles, c'est-à-dire les émotions positives, créer des ressources de plusieurs types qui doivent être utilisées par les individus pour être plus heureux. Par exemple, les émotions positives ont un effet sur les ressources cognitives, les ressources psychologiques, les ressources sociales et les ressources physiques. Les ressources cognitives, donc il y en a 6 qui ont été listées par le chercheur, qui sont les effets des émotions positives. Les personnes sous l'effet de la joie tendent à un plus grand mindfulness, donc la conscience de l'ici et maintenant. Dr Mario Pérez a parlé de l'anxiété envers le futur et souvent de la dépression en ce qui concerne le passé. Le mindfulness est donc un état. Quand je suis influencé par la joie, mon esprit est ici et maintenant, et c'est un état de très bonne santé mentale. Je ne m'inquiète pas du futur et je ne suis pas trop influencé par le passé. Mais je vis, je profite de ce moment, du moment présent. Je me sens heureux ici et maintenant. Et je peux savourer ce présent. C'est une conquête, c'est une ressource qui est influencée par les émotions positives. Le second, c'est l'agence, la capacité d'être actif devant la réalité. Quand je suis sous l'effet d'émotions positives, j'ai plus de ressources pour être actif face à la réalité. Quand je suis triste, je tends à être plus passif. Donc la joie est importante comme combustible, comme une ressource pour alimenter l'action devant la réalité. Historiquement, nous étions toujours très passifs devant le destin que les églises traditionnelles appelaient le destin, le fatalisme. Aujourd'hui, chaque fois plus, nous sommes influencés par la nécessité d'action, d'agence, mais nous devons comprendre que nous avons besoin d'aide émotionnelle, de ressources émotionnelles pour que cette action soit plus efficace. Autre chose, c'est le pathway thinking, la croyance qu'il y a de multiples formes différentes de résoudre un problème. Les personnes, qui c'est qui a connu une personne qui ne pense que d'une seule façon et qui ne change jamais? Levez la main. Donc en vérité, il y a des personnes qui cristallisent, qui emplâtrent, leur manière de penser, qui sont très peu flexibles à d'autres manières de penser. Les émotions positives sont des éléments importants pour que nous puissions voir le problème sous différents angles, sous différents prismes. Ce qui pour nous, à un moment donné, peut être une tragédie, quand nous sommes influencés par une émotion positive, cela peut nous aider à voir ce problème dans une optique positive, en nous donnant des ressources non seulement pour pouvoir résoudre ce problème, mais aussi pour voir les bénéfices que ce problème peut nous apporter. Et c'est extrêmement important.
Une autre, c'est savourer les souvenirs du passé. J'habite dans un pays qui habite au Portugal où les personnes avaient la nostalgie du passé, mais une nostalgie négative, une vision pessimiste. Quand nous sommes influencés par les émotions positives, nous tendons à voir le passé d'une façon positive. Quand nous sommes sous la tristesse, nous tendons à voir le passé sous une forme négative. Les perceptions du passé ne sont pas des objectifs, mais ils sont influencés par nos émotions. Les moments où nous nous sentons le plus heureux, si dans ces moments nous sommes capables de regarder notre passé, automatiquement nous serons capables d'identifier les bénéfices de notre passé. Les souvenirs bénéfiques, les apprentissages, d'un point de vue psychologique, c'est très très sain. Par contre, si on reste triste, une victime de la vie, etc., je regarde la réalité du passé avec l'ensemble des traumas négatifs. Donc notre processus de se rappeler du passé n'est pas objectif, il dépend des émotions que nous sentons, donc qui influencent la manière dont on voit le passé. Il y a savourer le présent, comme j'en ai déjà parlé, les personnes sous les émotions qui sont joyeuses profitent du moment présent, ne réclament pas de tout. Qui c'est qui connaît quelqu'un qui réclame toujours de tout et de tous? Levez la main. Qui réclame tout le temps, qui cherche tout le temps quelque chose de négatif pour voir la réalité de façon négative. Ce sont des personnes qui sont pauvres émotionnellement et qui sont incapables de savourer le présent en accord avec ce qu'elles ont de positif. Le professeur Robert Emmons aux États-Unis a démontré qu'une des grandes sources de bonheur, c'est la gratitude. De nous sentir heureux pour ce que nous avons déjà, pour ce que nous sommes déjà, pour ce que nous sentons déjà, c'est une des plus grandes sources, un des plus grands mécanismes du bonheur. Et souvent, plus nous avons, plus nous pensons à ce que nous n'avons pas encore et que nous aimerions avoir. Et notre vision est chroniquement critique de la réalité. Ça nous donne une perception constante, d'insatisfaction constante. C'est un des plus grands problèmes de l'humanité. Finalement, c'est savourer l'anticipation du futur. C'est un domaine de recherche à l'université de Pennsylvanie sur l'optimisme appris. Professeur Martin Seligman, par la culture systématique des émotions positives, si je projette un futur heureux d'une façon positive, cela me donne de l'énergie pour vivre dans le présent, pour pouvoir construire ce même futur heureux. Personne ne parle d'un optimisme irréaliste ou puéril, mais un optimisme réaliste construit d'une façon consciente. Et c'est une chose très importante. La doctrine des esprits est une doctrine extrêmement optimiste. Parce que par le fait que nous soyons immortalistes, qu'il existe une loi divine qui est la loi du progrès, plus nous progressons, moral et intellectuellement, plus nous serons heureux au niveau individuel et plus nous partagerons socialement ce bonheur. Il y a des ressources psychologiques, l'optimisme appris, que nous avons déjà parlé, la résilience. Les émotions positives les études montrent qu'elles augmentent la résilience, comme si j'avais besoin d'accumuler des émotions positives pour dans le moment de l'adversité, j'ai des ressources pour pouvoir y faire face aux problèmes. Nous pouvons donc voir les émotions positives comme un ensemble de ressources que nous accumulons pour que quand l'adversité arrive, je sache y faire face. Donc il y a une étude sur le coping qui montre que les personnes qui ont le plus d'émotions positives mesurées sur des échelles ont un meilleur coping, par exemple, devant des situations traumatiques ou des situations d'adversité. C'est très important. Une autre, c'est la croissance personnelle. Les personnes qui sont sous l'effet d'émotions positives ont un avantage, une envie de croître, de s'étendre, d'apprendre des choses qu'elles ne savent pas encore.
de chercher des pensées, des idées, des sentiments, des relations, des expériences qu'ils n'ont pas encore vécues. Il y a donc une recherche active de cette croissance personnelle. Le spiritisme prêche la réforme intime, la réforme intellectuelle et morale, la recherche autonome du progrès, et qui est tout à fait en ligne avec cette idée. L'autre, c'est la domination du milieu ambiant, extraire du milieu ambiant externe toutes les ressources, les caractéristiques, en analysant le milieu ambiant et qu'est-ce que ce milieu ambiant peut me faire, en quoi il peut me faire progresser. Faire une cartographie de l'écosystème humain dans le sens de me faire progresser. L'autonomie, pas de dépendance psychologique, religieuse, affective, mais les personnes qui sont sous des émotions positives tendent à être plus autonomes. Finalement, l'auto-acceptation, normalement, il n'est pas facile de savoir nos propres défauts, n'est-ce pas? C'est inconfortable d'être mis en contact avec nos propres imperfections. Et une des formes qui nous fait accepter mieux ces imperfections, c'est quand nous sentons de l'amour, quand nous nous sentons bien. Parce que si nous nous sommes excessivement tristes, culpabilisés, on est sur la défensive et on rejette. L'émotion positive est donc importante non seulement pour l'auto-acceptation, mais aussi pour l'acceptation des situations difficiles dans la vie que nous devons faire face chacun de nous. Finalement, les personnes sous l'effet d'émotions positives sentent un besoin naturel de donner un but, un grand but dans leur vie. Et pour cela, quand nous ne sommes pas sous l'effet de ces émotions positives, nous pensons que la vie est ennuyante, ennuyeuse, sans qu'elle n'a pas de sens, c'est la routine, et qu'il n'y a pas de sens. Et ces émotions positives nous poussent, nous donnent cette motivation de donner un sens à la vie, qui est très important. En termes de ressources sociales, les personnes sous l'effet d'émotions positives tendent à donner une plus grande aide aux autres. C'est une donnée très intéressante. Mieux je me sens émotionnellement, plus je voudrais partager ces émotions positives avec les autres, d'une façon spontanée, naturelle. Un autre point est que même quand je reçois peu de support social, j'ai tendance à percevoir l'aide sociale reçue comme étant plus importante lorsque je suis sous l'effet d'émotions positives. La perception du support social reçu est supérieure lorsque je suis sous l'effet des émotions positives. Quand je suis triste, je tends à percevoir l'aide sociale reçue comme étant plus basse. C'est une autre dimension influencée par les émotions. Et finalement, les personnes qui sont heureuses, qui sont optimistes, qui sont intéressées, créatives, qui ont le goût de vivre, tendent à construire des relations plus positives avec les autres. Finalement, en ce qui concerne les ressources physiques, elle a mesuré deux ressources, donc les symptômes des maladies et la durée de sommeil. Donc il y a moins de symptômes de maladies pas graves, donc les allergies par exemple, et la grippe, les fréquences de grippe chronique, les personnes qui sont enrhumées ou grippées, il y a moins de grippe et il y a moins d'allergies. Et finalement, la qualité et la durée du sommeil. Les émotions positives ont un effet positif sur le sommeil et sur les symptômes de maladie, la qualité et la quantité de sommeil. Cette étude qui a été publiée en 2008, Journal of Personality and Social Psychology, il y a eu une étude des effets de méditation, donc loving kindness, donc l'amour et la tendresse pour soi-même et envers les autres. C'est la première étude sur la méditation que nous avons vu publiée dans cette revue américaine de psychologie qui est très sceptique en ce qui concerne la spiritualité.
Et qu'est-ce qu'elle a mesuré? Ses hypothèses étaient que la méditation, l'amour, la tendresse augmentent les émotions positives, qui augmentent à leur tour les ressources, comme je vous l'ai montré, et qui, à leur tour, augmentent la satisfaction avec la vie, le bonheur. Elle a utilisé l'échelle de Ed Diner. La méditation a fait de sorte que la méditation a-t-elle fait en sorte que les émotions positives augmentent au long des semaines? À votre avis, la première, deuxième, troisième semaine, est-ce que vous pensez que les personnes avaient plus d'émotions positives que la première semaine? Si vous êtes d'accord, levez la main. En vérité, cette réponse est un peu étrange parce que la réponse c'est non. Mais alors c'est là où on s'est demandé pourquoi que la troisième semaine, les émotions qui sont positives n'étaient pas plus grandes que la première semaine. Même sur la première semaine, si j'ai atteint un niveau émotionnel élevé, il va se maintenir à long terme. Et les résultats montrent que même la première semaine, les personnes atteignent déjà automatiquement un niveau élevé d'émotions positives et ensuite elles le maintiennent. Ça veut dire que les émotions positives n'augmentent pas de façon continue. Elles augmentent en bloc, ce qui pose une autre question psychologique. Les émotions, au contraire de nos impulsions et les idées que nous avons, n'ont pas de continuum croissant. Elles augmentent par bloc. Si j'atteins un niveau élevé la première semaine, il va se maintenir et ce ne sera pas une croissance progressive. C'est une donnée intéressante à explorer dans les prochaines études scientifiques. Autre question. Quel est l'impact de l'effort quotidien individuel dans la méditation et sur l'augmentation des émotions positives? Par exemple, si je fais 20 minutes de méditation, est-ce que c'est la même chose de faire 1 heure de méditation? À votre avis? C'est la même chose de faire 20 minutes ou 1 heure et 1 heure ou pas? Regardez bien le résultat. Si je fais 1 heure, elle a pris 2 groupes, des groupes qui ont fait que 20 minutes et d'autres groupes qui ont fait 1 heure de méditation tous les jours. Et ce qu'elle a vu, c'est que les personnes qui ont fait 1 heure quotidienne de méditation ont eu plus de 3 fois plus d'intensité d'émotions positives en comparaison avec les personnes qui n'ont fait que 20 minutes de méditation. J'ai présenté ce travail dans le congrès de médecine et spiritualité à Belo Horizonte et il y a une personne dans le groupe qui faisait de la méditation et elle faisait 20 minutes. Et ce soir-là, après la conférence, elle a fait 1 heure. Le jour suivant, elle est venue me parler et puis elle m'a dit l'effet est incroyable. C'est-à-dire, entre 20 minutes que j'avais l'habitude de faire, quand je suis passé à 1 heure, en un seul jour, le même jour suivant, mes émotions positives étaient beaucoup plus élevées. En un seul jour. Donc c'est là qu'elle a commencé à faire 1 heure de méditation. Bon, le Dalai Lama, il fait 3 heures, mais ça dépend aussi du temps disponible dont nous disposons. En vérité, c'est ce que les études montrent. Mais il faut aussi avoir le temps pour se méditer. Et je vous montre uniquement les effets, que les effets en réalité sont beaucoup plus forts. Donc, entre 1 heure et 20 minutes. Maintenant, une autre question intuitive. Est-ce que vous pensez que la méditation diminue les influences négatives au long du temps? Vous ne voulez plus lever la main parce que vous êtes dans le doute. Est-ce que vous pensez que la méditation fait diminuer les émotions négatives? Si vous le pensez, levez la main. En vérité, il y a du sens. Mais les données montrent que ce n'est pas le cas. Et alors là aussi, c'est bizarre parce que, en vérité, la méditation augmente les émotions négatives aussi, mais ne diminue pas augmente les émotions positives, mais ne diminue pas forcément les émotions négatives. Il y a une discontinuité entre les émotions positives et les émotions négatives. Elles ne sont pas, il n'y a pas de continuum entre le négatif et le positif. Elles sont indépendantes.
Ce qui se passe, c'est que quand je suis sous l'effet d'émotions positives, les émotions négatives ne disparaissent pas, mais elles nous affectent moins qu'avant. Mais ça ne veut pas dire qu'elles n'existent plus. Ce qui est intéressant dans la doctrine spirit, les enseignements des esprits supérieurs ne parlent souvent que des aspects positifs. Et ils te disent toujours qu'il faut qu'on essaye d'ignorer les aspects négatifs. Et puis maintenant, on commence à comprendre pourquoi. Parce que avec les émotions positives, nous avons d'autres ressources pour faire face aux émotions négatives. Mais elles ne disparaissent pas comme ça du jour au lendemain. Notre structure émotionnelle n'est plus affectée par les émotions négatives. C'est une donnée qui est récente sur le sujet, sur les émotions positives et négatives. Ce qui est important, l'augmentation d'émotions positives influence-t-elle directement la satisfaction avec la vie? L'étude, c'est non, dit que non. Les émotions positives n'améliorent pas directement la satisfaction avec la vie. Elles améliorent seulement indirectement. C'est-à-dire, les émotions positives nous aident à avoir des ressources que j'ai mentionnées, et ce sont ces ressources qui, par voie de conséquence, font en sorte que la satisfaction de la vie augmente. La satisfaction avec la vie vient donc de ressources plus cognitives que émotionnelles, mais elles sont dues en chaîne, elles ont été créées à l'origine par une ressource à l'origine d'émotions positives. C'est intéressant parce que on peut être naïf en pensant, ok, pensez positivement et vous allez être heureux. Non. Vous allez cultiver les émotions positives pour pouvoir développer les ressources qui pourront ensuite vous permettre d'être plus heureux. Il y a donc un enchaînement dont la matrice est dans les émotions positives, mais pas directement dans la perception du bonheur. L'augmentation d'émotions positives influence-t-elle directement la satisfaction avec la vie? Donc, non. Les émotions positives n'ont augmenté la satisfaction uniquement parce qu'elles ont amélioré les ressources cognitives. C'est une information importante également. Le temps passé en méditation a-t-il eu un impact sur les ressources et la satisfaction avec la vie? Non plus. Cela signifie que l'impact indirect de la méditation sur les ressources et sur la satisfaction n'est dû qu'à l'impact direct de la méditation sur les émotions positives. C'est-à-dire, la méditation n'a de bénéfice que parce qu'elle génère des émotions positives. Donc, si nous pensons aux études de méditation, la grande qualité intrinsèque de la méditation, c'est la génération d'émotions positives, selon cette étude. Les émotions positives diminuent-elles les symptômes de dépression par leur effet sur les ressources psychologiques? Qu'est-ce que vous en pensez? Nous parlons de dépression. C'est un sujet un peu plus complexe. Les symptômes de dépression, oui, sont réduits malgré que les émotions négatives ne soient pas moindres. Parce que les émotions négatives sont des circuits qui sont liés à la culpabilité et qui sont un processus plus cognitif que émotionnel. Donc les personnes auront donc plus de ressources grâce aux émotions positives pour pouvoir faire face à la dépression. C'est un aspect très intéressant et très approfondi. Cette recherche a été bien détaillée dans ces mécanismes. Les émotions positives diminuent-elles directement les symptômes de la dépression? Réponse oui, comme on l'a déjà dit. Quelles sont les ressources qui ont été augmentées directement par l'augmentation des émotions positives? Donc, parmi ces ressources, quelles sont celles qui ont été le mieux augmentées? Donc, le mindfulness, pathway thinking, donc flexibilité dans la manière de penser, savourer l'anticipation du futur, l'optimisme, les ressources psychologiques, la domination du milieu ambiant, l'auto-acceptation et le but dans la vie. Tout ça, c'est
les émotions positives qui génèrent des ressources, et donc émotions positives générées par la méditation. Les ressources sociales, les gens aident plus, elles aident plus les autres, et l'augmentation de la qualité des relations positives avec les autres. Et non pas pas d'effet sur la durée du sommeil. Par contre, il y a un effet positif sur les symptômes de maladie, donc les allergies et la grippe. Pour terminer, il y a la question 385 du livre Le Consolateur d'Emmanuel qui dit « La femme ou l'homme en particulier possède-t-il des dispositions spéciales pour le développement médiumnique ?» Réponse d'Emmanuel. Dans le domaine du médiumnisme, il n'existe pas, à proprement parler, de privilège pour ceux qui se rencontrent dans une situation donnée. Cependant, celui qui détient la plus grande part de sentiments sera victorieux dans ses travaux. Donc de sentiments. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce sont les hommes ou les femmes? Ce sont les femmes. Les femmes sont plus évoluées et ont une meilleure prédisposition à la médiumnité en comparaison avec les hommes, justement, par la prédisposition des émotions positives. Et ça donne un point de vue complètement différent pour le développement de la médiumnité naturelle. Donc ce sont les sentiments positifs qui sont la prédisposition la plus importante pour développer une faculté médiumnique. Donc c'est important d'avoir cette perspective parce que nos facultés médiumniques peuvent être développées activement, donc non seulement par l'intelligence, la mémoire ou d'autres facultés humaines. Il ne suffit pas de rester passif en espérant que Dieu nous donne la médiumnité. C'est une vision passive de la médiumnité. Mais comme c'est une faculté normale, donc je dois la développer en cultivant des sentiments positifs. Et la femme, par l'évolution de sa sensibilité dans tous les climats et situations au long du temps, de conditionnement historique attribué à la femme du sentiment, de toutes ces réincarnations à cultiver plus le sentiment comparativement aux hommes, actuellement est dans une sphère supérieure à celle de l'homme pour interpréter plus précisément le sens de la beauté, les messages des plans invisibles. Je vais vous laisser un dernier petit message sur le sentiment d'un guide spirituel qui s'appelle Aulus par l'intermédiaire de Francisco Cândido Xavier, donc un esprit qui a écrit sur le sentiment. Ainsi, la pensée est également la matrice que nous composons dans l'intimité de l'être, avec laquelle il est possible de créer d'infinies manifestations de notre individualité. Mais la formation du cliché dépend de la pellicule sensible qui, dans notre cas, est le sentiment, qui précède en nous toutes les élaborations, toutes les pensées, toutes les élaborations d'ordre mental. Ainsi, il est indispensable d'améliorer en permanence et toujours davantage nos acquisitions, nos acquis de fraternité, d'entendement et de sympathie. La créature est identifiée par les irradiations qu'elle projette. Nous absorbons des idées, nous assimilons des idées et nous extériorisons des idées tous les jours. Ainsi, il est indispensable d'améliorer en permanence et toujours davantage, d'observer nos états sentimentaux sur les bases de nos réflexions et raisonnements, comme origine de notre victoire ou de notre échec dans le domaine de la lutte quotidienne. Le sentiment élevé génère la pensée élevée, et la pensée élevée garantit l'élévation de l'existence. Je vous remercie pour votre attention.